Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 109 d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'accueille Cynthia Raymond, on parle de son livre Théorème à deux inconnus, mais aussi du magnifique pouvoir des rencontres, de nos proches qu'on cache entre les lignes, de l'émotion du mot fin, de la vie qui est une succession de marches, et d'encore plein d'autres choses. Et Cynthia se définissant elle-même comme une guéluronne, je vous assure qu'on rigole beaucoup. Je vous laisse avec ce magnifique épisode. Moi c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. C'est une antenne de Teletubbies. Tu regardais les Teletubbies quand t'étais Ouais, petit? j'adorais les. Alors, non. J'étais à la fois fan des Faut rire. Teletubbies, mais je crois qu'ils me faisaient un petit peu peur, les Teletubbies, en vérité. Oui, moi Ils aussi. ont Parce que, surtout l'aspirateur et le soleil ouais, avec un visage. C'était très bizarre aussi. en fait, quand tu le regardes avec des yeux d'adulte, tu te dis, qui a pensé à ce concept? Et Ouais, est-ce que cette personne a déjà suivi une psychanalyse finalement? Parce ouais, que, exactement. oui, je suis d'accord. C'est incroyable. Bon, bah écoutez, c'est le premier podcast que je fais avec une téléopératrice fan des Teletubbies. Donc, C'est vraiment très bizarre. En même temps, voilà. mais peut-être si je fais ça, ça fait moins Teletubbies. Mais ça fait beaucoup plus, oui, service après-vente. J'ai un Bonjour. problème sur mon abonnement Orange, Cynthia. J'aurais besoin de ton aide pour le résoudre. Ah, je me sens Ah là pousser là, des ailes. C'est incroyable. pas grave, c'est pas grave. Bon, bah écoute, au moins on a résolu nos problèmes techniques, donc c'est Oui, top. bravo. Et je te rends la parole sur ce que tu partageais sur le salon du livre. Du coup, tu avais un super créneau et tu as eu des gens, plein de gens. Et j'ai eu, ouais, alors en fait, ça fait très, je sais pas comment le dire parce que j'ai pas du tout envie de paraître, enfin, c'est pas prétentieux ou quoi, mais c'est, j'ai toujours envié, tu sais, quand on voit des auteurs en salon, puis il y a souvent les maisons d'édition qui filment les files d'attente en disant, oh, il y a déjà beaucoup de monde pour machin. Et puis toi, avec tes yeux d'auteur, d'autrice jeune, tu vois ça avec envie. En fait, l'envie, c'est un sentiment tout à fait louable, je trouve, au-delà de la jalousie. L'envie, c'est vraiment un moteur, quoi. Et donc, je m'étais toujours dit, j'envie ces gens-là vraiment. Et pour la première fois de ma vie, donc samedi au Festival du Livre de Paris, bah, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est, j'ai les poils de l'émotion en parlant, Mm. mais c'était fou, quoi, de savoir qu'il y a des gens qui sont là parce que ils ont lu ton livre, ils ont aimé, ça leur a parlé, et ils viennent te rencontrer parce qu'ils veulent un peu discuter. Enfin, c'était incroyable. Donc pendant 2 heures, de 15 heures à 17 heures, j'ai dédicacé, j'ai parlé, j'ai souri, j'ai ri, j'ai pleuré aussi. Oh là là, c'était merveilleux. C'est quoi qui a pu qui a pu te toucher au point de te faire pleurer? Si c'est pas indiscret, mais j'aime bien les émotions fortes comme ça. En fait, mon premier roman s'appelle, c'est surtout sur le premier, s'appelle Les tournesols n'ont pas besoin de boussole. Et bon, je peux pas spoiler, mais ça aborde des thèmes qui sont. Alors, c'est toujours avec une plume. Moi, j'essaye toujours d'avoir une plume légère, optimiste, solaire, mais ça peut aborder des thèmes un peu plus lourds. Et en l'occurrence, il y a un thème lourd que je ne spoilerai pas, donc je ne dirai pas quel est ce thème. Et quelqu'un est venu me voir en pleurant parce que, enfin, en fait, elle m'avait dit, j'ai vécu ça. Et votre livre, je l'ai vu en librairie. Je ne savais pas qu'il abordait ce thème-là. Et je me suis dit, tiens, je vais le lire pour me changer les idées. La pauvre. Je ris, mais le livre l'a appelé, quoi. Ouais, Et en fait, elle m'a dit, paradoxalement, c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire mon deuil. Ah, c'est incroyable. et voilà. Et en fait, ça, bah, elle s'est mise à pleurer. J'ai pleuré aussi. On s'est fait un gros câlin. Enfin, il y a des émotions fortes qui sortent, quoi. Mm. Et puis de savoir qu'en fait, quand t'écris un livre, enfin, t'es toute seule devant ton ordinateur avec toi-même et des personnages dans ta tête. Enfin, c'est à la limite de la schizophrénie quand on y pense. Et de savoir que ces mots, après, touchent d'autres gens et ont un effet concret sur leur vie. Ça, c'est bouleversant. Enfin, ça a un effet, ouais, bouleversant. Et c'est pour ça que j'adore les salons, en fait. C'est parce que t'as vraiment cet effet-là, tu te le prends en pleine poire et tu comprends que ce que tu fais, c'est pas vain. Voilà. Mm. C'est vrai, ouais. Ça devient, il y a un vrai sentiment de réalité qui naît enfin, quand tu vois les gens et puis qu'ils te partagent que effectivement ça les a vraiment touchés, quoi. Ouais, C'est fou, exactement. trop beau, trop beau. Et donc là, t'étais avec Erol, c'est ça? Pour Oui. Théorème à deux inconnus. Alors oui, Théorème à deux inconnus, c'est mon roman qui est sorti il y a... Quel jour on est?
Ah, il y a On est... 2 mois, tout Ouais, pile, quasiment deux qui est mois, ouais. sorti il y a, ouais, qui est sorti il y a 2 mois. Et pour donc Les Tournesols n'ont pas besoin de boussole, qui est mon Ok, premier roman que j'ai sorti chez eux, cette phrase est dure à dire, en juillet dernier. ok, Avant ça, j'avais aussi sorti mon tout premier roman, qui n'est plus commercialisable, parce que je l'ai sorti dans une maison d'édition et j'ai repris les droits après. Je l'avais sorti chez City Édition. Et j'ai repris mes droits et du coup, il est dispo que sur Amazon, je crois, maintenant. ok, ok. Et t'aimerais en refaire quelque chose de ce premier roman qui est plus dispo ou quelque part c'est... Ouais. Alors après, il a la maladresse du premier roman, je trouve. Je le regarde un peu Ouais, avec nostalgie parce que je l'ai écrit il y a 6 ans, 7 ans. Et mon style a forcément évolué depuis. Donc, j'ai un peu, c'est pas du tout avoir honte de ça parce que c'est mon tout premier et je l'aime d'un amour intersidéral plus que mon propre enfant presque, je dirais. Mais, euh, mais j'aimerais bien en faire quelque chose, ouais. Donc, je suis en train de réfléchir. C'est rigolo que tu parles de ça parce que j'y ai pensé ce week-end, alors que j'y pensais mhm, pas du tout. Mais quelqu'un est arrivé avec ce roman-là qui s'appelle Qui m'aime me suive et que j'avais pas vu depuis 5 ans, je crois, pour que je le signe. Et je me suis dit, ah, mais je l'aime tellement. C'est une comédie romantique complètement loufoque à la Bridget Jones, sur une fille de 30 ans qui retrouve son amoureux de maternelle, qui s'imagine des tas de choses, qui se fait des films. Et je raconte très mal. Alors, il faut savoir un truc, parenthèse, je ne sais pas pitcher mes romans. C'est un enfer sur Terre. Je ne sais pas mhm. faire ça. Je suis nulle à résumer mes romans parce que j'ai envie de tout dire. Et du coup, je me force à ne rien dire, et donc c'est horrible. Il ne faut jamais me demander de pitcher mes romans. C'est noté, je te poserai pas la question. Oh là là, parenthèse fermée. Mais oui, donc j'y ai pensé ce week-end, après avoir dédicacé ça, et je me suis dit, ah, c'est quand même dommage qu'il soit plus commercialisable et que plus personne puisse le trouver. Donc je suis en train de réfléchir à peut-être le changer un peu et puis le reproposer chez Erol, j'en sais rien. Je sais pas Hmm, trop, mais peut-être qu'il ok. va retrouver, avoir une nouvelle vie, ouais. C'est marrant parce que c'est vrai, c'est un sujet que j'ai abordé aussi avec une amie ce week-end. Et je vais te partager, tu vas me dire ce que t'en penses, mais on discutait de, des meilleurs romans qu'on aurait écrits, tu vois. Et moi, mordicus, d'un coup, j'ai dit, en fait, moi, mon objectif, c'est toujours que le roman que j'écris aujourd'hui soit meilleur que celui d'avant, tu vois. Et donc, on discute, machin, machin, et puis à un moment, je prends conscience qu'en fait, il y a aucune émotion qui a égalé le jour où j'ai terminé le premier. Même le deuxième, même là, j'ai commencé le troisième, en fait, je me rends compte que c'est pas pareil que le premier. Et du coup, ça a totalement changé ma vision que j'avais du premier, ou Mm. même quand je le regarde encore aujourd'hui, alors il est pas si vieux que ça, mais je le regarde aujourd'hui, je vois plein d'imperfections, mais pourtant, cette émotion de terminer le premier Ouais. est inégalable. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport Si, je suis aux trois d'accord. que t'as pu vivre, du coup. Parce que je suis comme toi, oui, bah pareil. En fait, le premier, quand tu sais, tu sais pas si tu es capable de le terminer quand tu es en train d'écrire le premier, parce que ça, tu l'as jamais, c'est Hmm. inédit, c'est une expérience inédite. Autant sur le deuxième et le troisième, tu as un peu plus confiance parce que tu sais que tu as réussi à la gravir une fois, la montagne. Donc en fait, même si c'est compliqué, même si tu traverses des obstacles, des épreuves, machin, tu sais que tu as réussi une fois à aller au bout du truc et avoir le coucher du soleil, le lever du soleil en haut de la montagne, et que c'était tellement merveilleux que tu peux le refaire. Le premier, t'avances dans l'inconnu, tu sais pas du tout si tu vas y arriver. Et le fait d'écrire ces 3 petites lettres là, le mot fin, ça procure une sensation, en fait, une fierté. une- Enfin, c'est vrai, moi je pense que peut-être la première fois où j'ai vraiment été fière de moi, c'est quand j'ai écrit le mot fin sur mon premier manuscrit. Première fois où véritablement je me suis dit, ah, je l'ai fait toute seule. Et j'ai réussi à gravir cette montagne. Parce qu'en fait, il faut pas se retourner. Quand tu commences à gravir la montagne, il faut jamais essayer de regarder le sommet pour te dire, mais il me reste tout ça encore à faire. Mais je vais jamais y arriver. Parce que si tu commences à prendre conscience de la difficulté que ça représente, je crois que tu t'arrêtes en fait. T'es complètement dans le déni quand t'écris un manuscrit sur la difficulté que ça représente. Donc j'ai complètement oublié le début de ta question, mais j'étais d'accord avec toi. Je ne sais plus ce que Ouais, c'était. non, mais tu sais, ça m'a donné des frissons quand t'as parlé du mot fin sur le premier. Et cette sensation, tu sais, Oui. et plus ça passe et plus cette sensation, j'ai parfois à la fois du mal à mettre des mots dessus et puis elle devient de plus en plus forte, j'ai l'impression, mais ce truc de, putain, mais ça, c'est possible, en fait, peut-être Oui, que tout ce que j'ai en tête est possible aussi, quoi. oui, c'est Et, et c'est exactement. et c'est hyper particulier que ça naisse d'un acte aussi,
Mmh. paradoxalement simple que d'écrire des mots sur une page, quoi. Oui, c'est vrai. Mm. Oui, paradoxalement simple, c'est joli comme expression. Mais c'est Ouais, complètement ça. Tu dis, mais c'est bon, c'est à la portée de n'importe qui. Enfin, on tape sur un clavier et puis voilà. Et, en fait, et pas du tout. Et ouais, ouais, c'est vrai que c'est une émotion indescriptible. Et une fois que tu l'as fait, ça ouvre un champ des possibles. T'as raison. Tu te sens un peu tout puissant. Tu te dis, mais je peux tout faire dans ma vie finalement. ouais. Tout est accessible. Mm. Ouais, alors tu vois, du coup, à chaque fois, je le dis toujours en disant l'écriture a changé ma vie au sens littéral du terme. Et parfois, je me dis, peut-être que ça, tu sais, c'est un peu trop en faire ou quoi, mais en fait, plus j'y réfléchis et plus en fait, non, non, l'écriture a vraiment été un déclencheur. Terminer un livre, ça a vraiment changé quelque chose, quoi. Et du coup, à chaque fois, je suis content de voir des gens qui partagent aussi cet avis. Euh, et du coup, ça me donne envie de te poser la question. Alors, on parlera évidemment de ton roman qui vient de sortir après, mais là, vu qu'on est sur ce sujet-là, euh, qu'est-ce que ça, comment tu l'as vécu là, cette écriture du premier livre, ou quand tu te lances dans l'inconnu et que tu te mets à gravir une montagne où tu sais pas, tu sais juste que le sommet est loin, et qu'est-ce que ça a changé quand t'es arrivé en haut? Moi, en plus, il est particulier. L'écriture du premier, elle est particulière parce que, bon, bah, déjà, j'ai mis, je crois, 6 ans à l'écrire, le premier. Ok. Parce que je pense que je savais pas si j'en étais capable et parce que j'avais pas envie de me dire que j'en étais capable Hmm. et que je le faisais un peu les week-ends quand j'étais pas maman à l'époque. J'avais un temps fou de libre, en fait. On s'en rend pas compte, hein, quand on est. Et je me dis, oui, qu'est-ce que je faisais de tout ce temps? Et donc, j'écrivais un peu les week-ends, et puis le week-end d'après, je relisais ce que j'avais écrit, je me disais non, c'est nul, et donc j'effaçais tout. Donc, je faisais 3 pas en avant, 2 pas en arrière, donc ça m'a mis 6 ans pour l'écrire. Et ce qui a fait que je l'ai terminé, c'est que, donc 2020, je tombe enceinte, euh, il y a un problème, enfin, je dois m'arrêter, mon congé maternité commence très tôt, confinement, hey! Et me voici donc confinée donc chez moi dans mon lit parce que je pouvais pas trop bouger et en plus et que voilà comme on a tous connu magasin fermé, plus de vie sociale, plus rien. Et j'avais déjà commencé un peu donc l'écriture de ce premier manuscrit, y vivotais quoi. Et je me suis dit allez de toute façon j'ai 7 mois seule à ne rien faire dans ma maison, je vais le terminer. Et je l'ai terminé à ce moment-là. Et il me restait que quelques chapitres à écrire quand j'ai accouché. Et bizarrement, le fait d'avoir accouché, alors que j'avais vraiment zéro temps pour moi, c'est ça qui m'a donné l'impulsion nécessaire pour le terminer. Il me manquait un petit quelque chose. Et je pense que le fait de me dire, ah, maintenant j'ai un enfant, euh, j'ai envie qu'il soit fier de moi, j'ai envie de me dire, j'ai terminé un truc, et je pourrais lui dire plus tard, bah tu vois, quand tu commences les trucs, il faut les terminer, et allez, tu le finis. Et ça m'a donné l'impulsion nécessaire pour le terminer. Et je travaillais dans l'hôtellerie, donc en fait le secteur était toujours, enfin les hôtels étaient fermés, on pouvait toujours pas travailler quoi. Et donc je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition, dont City Édition, et en fait j'ai eu une réponse 10 jours après. Ça a été super rapide pour me dire allez ok on y va. Et à ce moment-là je me suis dit ah mais finalement j'ai écrit un truc qui n'a pas l'air si mauvais puisqu'il y a quelqu'un un professionnel qui veut publier mon roman. Et j'ai complètement oublié ta question initiale. Non, c'était franchement, c'était exactement ça, à savoir qu'est-ce que tu as vécu pendant l'écriture de ce premier livre, tu vois, et qu'est-ce qui a Voilà. été finalement les déclencheurs qui t'ont permis aussi de switcher, parce que j'ai entendu quelque chose, et alors c'est là aussi que c'est ce que tu partages, je le trouve très inspirant, parce que cette sensation d'avancer, enfin de patiner dans la semoule en le prenant plus ou moins au sérieux, seulement les week-ends, puis Ouais. surtout en effaçant ce qu'on a écrit le week-end de la veille pour recommencer. Ça, c'est un sentiment alors que j'ai connu, et puis alors les gens que j'accompagne et tous ceux qui nous écoutent ont dû le connaître aussi un jour. Et je trouve ça beau que la vie est plein de paradoxes, mais je trouve ça beau que ça soit le moment où quelque part tu tu aies le moins de temps, puisque avoir un Ouais. enfant forcément ça te prend beaucoup de temps, C'est que fou, ça hein? ouais, t'as une sorte de, Mm. je sais pas, peut-être d'urgence, ou je sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est le partage que tu as fait sur pouvoir le dire à tes enfants plus tard, Mm. j'ai fait ça, je l'ai terminé, et les rendre fiers. Je pense que ouais, ça c'est touchant, tu vois, l'entendre, franchement. Bah, oui, oui, mais c'est vrai, c'est complètement paradoxal en fait maintenant que j'y réfléchis parce que quand t'as un enfant, enfin je sais pas si t'es papa, mais Non. quand t'as un enfant,
enfin vraiment pour le coup. Puis les premiers mois, en plus, c'est vrai que t'as plus de vie, t'as plus du tout de temps pour toi. Et c'est ce moment-là, mais je pense parce que je le voyais et je me suis dit, voilà, j'ai déjà fait ça, je referai rien de plus beau dans ma vie. Enfin, tu le vois dormir dans son Mm. couffin, tu te dis, je ne ferai rien de plus beau dans ma vie. Ça, c'est une certitude déjà que de ce que j'ai réussi à pondre, je l'ai pondu lui. Mais et en fait, là tout de suite, tu projettes et tu te dis, j'ai envie qu'il soit heureux, j'ai envie de le rendre fier, j'ai envie de lui inculquer les bonnes valeurs. Et toi, au fond de toi, t'es pas fier de toi parce que ce truc-là qui vivote depuis 6 ans, tu sais que c'est important, tu sais que t'as envie de le terminer, t'y arrives pas. Et je pense que ouais, il y a eu un, c'est complètement lui qui m'a donné, c'est grâce à lui que je suis devenue écrivaine en fait. C'est grâce à mon enfant que je suis devenue écrivaine. C'est magnifique. C'est vrai, je pense. Il le sait Ouais, pas, il le saura un jour, je lui il le dirai. saura, ouais. Ouais, ouais, il le saura. C'est Putain, c'est important. magnifique. Tu conseillerais quoi parce que euh, t'es tu conseillerais quoi à une peut-être à une jeune maman ou une jeune future maman qui a ce rêve d'écrire un livre et qui l'a peut-être pas fait encore. Alors, il faut savoir que je suis nulle pour donner des conseils, mais je suis vraiment, vraiment nulle pour donner des conseils. Moi, je suis la, tu sais, dans un groupe, dans une bande, il y a des tâches qui sont, il y a un statut, j'ai l'impression, assigné à chaque personne. Moi, je suis la guéluronne. Moi, je Hmm, suis la personne qui va un peu, qui va divertir. Je ne suis pas ok. la personne qui donne les conseils et qui arrive à trouver les bons mots quand, quand quelqu'un est triste et qui va consoler et qui va... Moi, je suis nulle à ça. Donc, euh, partant de ce Alors, postulat, exactement. En partant de ce postulat, je vais changer à peine ma question. C'est la ok. guéluronne que tu es. Qu'est-ce qu'elle dirait à une jeune maman qui a Non. envie d'écrire un livre? Qu'est-ce qu'elle dirait à une maman qui a envie d'écrire un livre? Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait que, elle dirait, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question. Vraiment. Je sais pas parce que je pense que moi, ce que j'ai vécu, c'est, enfin, c'était vraiment particulier comme situation parce qu'en plus le contexte faisait que il y avait le confinement, j'avais du temps pour moi, j'étais en chômage technique, machin. Une maman qui est complètement, parce que c'est un tel bouleversement quand tu as un enfant, t'es dépassé par tout. Enfin, je veux dire ça. Toi, tu ne comptes plus. Il y a plus que cette vie qui est entre tes mains. Tu te dis, je suis responsable d'un être. En plus, je suis responsable de la survie d'un être humain. C'est vertigineux quand tu y réfléchis. Et donc, il n'y a plus que ça qui compte. Et je sais pas comment moi j'ai pu me dire, non, il n'y a pas que ça qui compte, je vais aussi terminer un truc et je vais réussir à prendre du temps pour moi pour le finir. Et donc je pense que je pense que c'est vraiment une exception. Enfin, je peux pas répondre à ta question, j'en sais rien du tout. Tu sais, je me permets de faire un lien dans ton partage. J'ai entendu il y a plus que ça qui compte. Et en même temps, tout à l'heure, le déclencheur a été justement, c'est parce qu'il y avait plus que Ouais. ça qui compte que l'écriture est devenue importante. Mm. Et là, en t'entendant, tu vois, peut-être que je réponds aussi à ma propre question, mais j'ai l'impression que c'est justement parce qu'il y avait plus que ça qui comptait que le reste est devenu important aussi. Mm. Ah, c'est cette sensation comme ça qui me vient là, mais je sais Mm. pas si elle est juste, mais C'est joli ce ouais, que tu dis. Tu as déjà pensé à écrire des romans? ouais, peut-être. Un jour, je basculerai dans la réalité des sentiments et des émotions et je m'éloignerai des mondes de fantaisie. Euh, soit Et dit, c'est quoi comme style? Quel style tu écris, toi? c'est une très bonne question en vrai. Je pense que en fait, j'ai toujours été passionné de monde de fantasy. Plus je le conscientise et plus j'y réfléchis et plus je l'explore, plus je me rends compte que c'était aussi une protection parce que c'est beaucoup plus confortable de parler de choses qui sont imaginaires plutôt que de choses que tu traverses toi-même. C'est Oui. la plus grande claque que j'ai pris dans le deuxième roman, tu vois, c'est de se rendre compte vraiment que en fait mes personnages imaginaires en plus, moi, tu vois, je suis dans un monde, c'est des animaux anthropomorphes, tu vois. Donc, il n'y a rien de plus, Mm. quelque part, éloigné de ce qu'on pourrait être De dans la la réalité. réalité. Et euh, pourtant, ces personnages ont eu un courage que j'ai peut-être pas eu, ont eu des émotions que j'ai peut-être pas osé partager. Et je crois que c'est ça euh, c'est vers ce style-là que j'ai envie d'aller dans Mm. celui de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir au lecteur, sur quelle question j'ai envie de l'interroger. Voilà. Et Et puis c'est donc une liberté. voilà,
pour conclure, pardon, sur ta question, j'aurais envie de, de me diriger vers des sujets peut-être plus émotionnels ou en tout cas plus assumés émotionnels. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Si, si, ça peut l'être. Bah, en fait, ce que je comprends, oui, toi, tu as besoin d'avoir une liberté folle. Ton imagination, elle doit pas avoir de limite et tu as besoin de cette liberté de... Il y a pas de carcan, il n'y a pas de limite. Il y a des animaux qui Mhm. parlent et il y a un monde... Ça, je trouve que c'est formidable d'imagination parce qu'en fait, quand tu y réfléchis, mes romans à moi, par exemple, le premier, je me suis beaucoup inspirée de ma propre histoire parce que c'était le premier et que avec le recul, je me dis, j'avais besoin de parler d'un sujet que je maîtrisais pour me rassurer. Parce que partir tout de suite sur un monde fantastique que j'imagine de toutes pièces, pour moi, c'était pas concevable. C'était pas à ma portée. Et donc, je trouve que c'est hyper courageux de ta part. Enfin, de tout de suite, immédiatement, t'orienter vers un monde que tu crées de toutes pièces. Et après, si c'était lecture, j'imagine que ça fait aussi, tu t'es Mhm. nourri des lectures que tu avais quand tu étais enfant, ado, etc. Est-ce que tu Ouais. connaissais comment ça s'appelait? Les livres dont vous êtes le héros? Ouais. J'en ai deux, trois là dans la bibliothèque. J'en avais Mais plein en fantastique, ouais, c'est génial ça. bah, c'était génial. C'était vraiment le ouais l'exploration la plus pure quoi, la Oui, découverte. J'ai toujours été assez fasciné des méandres qu'ils étaient capables de construire comme ça. Et tu ouais. sais que tu parlais du courage, mais en fait c'est marrant parce que moi je trouve que ceux qui frontalement parlent ou ils mettent beaucoup de leur vie, je les trouve beaucoup plus courageux. Enfin, ça Ah, me, c'est rigolo. je trouve que c'est vraiment courageux aussi. Tu vois, c'est pour ça que je parlais un peu de mécanisme de défense. Tu Oui. vois, c'est plus facile de s'évader dans un monde imaginaire où c'est pas vraiment de tes problèmes dont tu parles, tu vois. Et c'est ça qui est rigolo en fait. C'est Je pour ça qu'il comprends. y a plein de styles d'écriture différents. Et ouais. Et du coup, toi, comment tu les caractériserais, tes romans, ou en tout cas ton style? J'ai entendu la Guéluronne tout à l'heure. La Yéluron. Je sais pas comment les catégoriser. J'ai beaucoup de personnes qui me posent cette question en salon, par exemple, qui me connaissent pas. Et la première question, c'est quel style vous? C'est quelle catégorie? Hmm. Et cette question me laisse, enfin, je trouve que c'est une des plus dures. Je trouve que c'est très compliqué d'y répondre parce que spontanément, je répondrais que c'est du feel good. Mais la catégorie feel good, j'ai l'impression que c'est une espèce, c'est un peu comme la catégorie autre des QCM. Tu sais, c'est un peu la fourre-tout où en fait tu te dis bon, ça appartient à aucune de celles-là, donc on va en faire une globale et puis on va mettre Hmm. pêle-mêle des trucs dedans et puis on va l'appeler feel good. Ah, j'aimerais bien avoir une vraie définition du feel good, que ce soit carré, qu'on me dise, ben voilà, le feel good c'est ça, et je puisse savoir si je suis dedans ou pas. Donc je ne sais pas si j'écris du feel good. Ma maison d'édition le promeut mes romans comme étant du feel good. J'estime que ça peut tout à fait, enfin, ça correspond en même temps parce que je dirais que c'est des romans. Je suis une guéluronne, j'aime beaucoup cette expression. Donc c'est des romans optimistes, solaires, qui font du bien. C'est des romans ancrés dans la réalité, tu vois, bah voilà, avec des vrais personnages qui ont des émotions, qui sont confrontés à des problématiques ou à des enjeux que n'importe qui aujourd'hui peut ressentir, peut vivre. Donc oui, c'est très moderne et en même temps ça aborde des sujets qui sont bah, parfois pas faciles parce que bah, c'est la vie quoi. Et mais quoi qu'il arrive, il y a toujours de la lumière et ça, c'est vrai que mes romans se finissent bien. J'avoue que je ne tue pas mes personnages par une lente et longue agonie à la fin. C'est généralement, ça se passe bien. Donc je dirais que c'est je sais pas comment les catégoriser. J'aime bien dire, mon éditrice Capucine a trouvé deux termes, enfin des termes qui sont pas mal. Elle dit que ça s'apparente à de la littérature populaire. Et je trouve que c'est Ok. absolument pas un, voilà, je trouve que pour moi c'est ça, c'est de la littérature populaire. J'aime bien ces mots-là. Dans le sens qui parle à tout le monde ou qui Dans le peut sens qui parle à tout toucher le monde. tout le monde, ouais. Hmm. Ouais, C'est, exactement, c'est ça. hmm. Qui ont du c'est, sens et qui font du bien. c'est- Pardon. ouais. Non, non, je disais, c'est marrant parce que je sais pas, faudrait que je compte les autrices de chez Erol que j'ai reçues, mais toutes me partagent des petits moments de Capucine où à chaque fois elle a toujours des très bonnes idées
Ah, Ouais, ça a l'air, franchement, ça a l'air d'être une éditrice assez ah, fascinante et ah, avec une vraie vision de complètement. ce qu'est un livre. Enfin, en tout cas, Ah, je complètement. lui ai jamais parlé, donc je sais pas, mais en tout cas, ça me renvoie. Ah, il faut. Il y a un avant et un après quand tu parles à Capucine. Il faut parler à Capucine. En plus, elle a été élue éditrice de l'année par Ouais, Livre Hebdo là, j'ai vu. il y a quelques semaines. Donc, énorme fierté. Et en même temps, tout le monde s'y attendait. Toutes les autrices des rôles et les auteurs, parce qu'elle a aussi des auteurs, s'y attendaient. Parce que, comme tu dis, elle a vraiment une vision. Elle est innovante. Elle est extrêmement intelligente. Elle a vraiment un regard, euh, c'est ça, très intelligent sur le monde de l'édition, sur les livres, sur les lectures, elle est bienveillante, elle est humaine, elle est extraordinaire. Honnêtement, je pense que c'est un robot parce que je ne comprends pas quand est-ce qu'elle dort, quand est-ce qu'elle mange. Enfin, elle est dédiée corps et âme à ses auteurs, à ses autrices, à son métier. C'est un bonheur de travailler avec elle. Oh, il faut que tu l'invites. Oh, il faut que tu l'invites à ton podcast. Tu vas voir, il Je y aura un l'inviterai, avant ouais. et un après. Ah oui, il faut. Je Ah, l'inviterai. ça va Ouais. être intéressant, ça va être formidable si tu l'invites. C'est, tu sais, moi, c'est à chaque fois, c'est je sais pas à quel point elle a un regard aussi sur notamment le travail des couvertures. Euh, mais je trouve les objets livres vraiment très très beaux à chaque fois. Et notamment, bah, le tien en fait partie, et celui de Ah, Coralie voilà. aussi en faisait partie. Mais je trouve que c'est vraiment des beaux objets. Voilà, je veux dire, ils attrapent l'œil Mm. et ouais, Non, c'est beau, oui. ils Surtout parlent ceux de de la quelque chose. collection solaire, je trouve. Ouais, bah ouais, ouais. Alors ça Parce c'est, qu'elle est, ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. elle Pardon, est je t'ai directrice coupé. de la collection solaire. Oui, pardon, excuse-moi. En plus, il y a un petit décalage. Du coup, à chaque fois que moi je parle, tu parles en même temps parce que, c'est, il y a le Je vais faire décalage. attention. Non, c'est moi, c'est pas toi. Elle est directrice de la collection solaire, donc le label Young Adult de Erol. Et les livres de la collection solaire ont un jaspage. Alors, je sais pas si les gens savent ce que c'est, mais comment décrire ce que c'est? Donc, c'est le fait de colorier, enfin voilà, de colorier aussi cette partie-là. C'est bon, je montre. Ouais, Petite promo en même temps. Donc, de colorier parfait. cette partie-là. Et ça fait un vrai bel objet, quoi. Un bel objet en plus du contenu. Le contenant en lui-même est un objet à part entière. Et donc, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Et moi, c'est rigolo que tu parles des couvertures parce que bah, celui-là, je le montre quand même. Donc, Hmm. Théorème à deux inconnus, qui est le roman qui est sorti, mon dernier roman. La couverture est un processus qui a duré vraiment long et douloureux. Ça a duré 6 mois, je crois, pour trouver cette couverture-là. Et moi, je suis quelqu'un qui, mais je pense comme en fait la plupart des gens, enfin, j'en sais rien si c'est vrai ce que je dis, mais je n'aime pas déranger. Je n'aime pas, moi, je suis, il faut pas, voilà, je ne parle pas trop fort. Je n'aime pas déranger. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je me dis, c'est pas grave en même temps. Voilà, ça va pas changer la vie. Et on m'a proposé plusieurs couvertures et j'ai beaucoup de mal à dire non, je n'aime pas. Mais vraiment, je n'aimais pas. Donc, et Capucine, elle a cette capacité à lire l'être humain et à me dire, toi, tu n'aimes pas. Et donc, effectivement, Capucine. Et elle a compris que ça me plaisait pas. Elle a compris que j'osais pas dire que ça me plaisait pas. Et elle a, elle a œuvré pendant vraiment 6 mois, ce qui est énorme. Enfin, normalement, on fait vraiment, il n'y a pas beaucoup de propositions, il y a des allers-retours évidemment pour prendre en compte les remarques des auteurs, mais enfin, ça dure pas aussi longtemps. Et elle a fait en sorte que ça dure très longtemps pour que j'ai la couverture que je voulais. Et elle a même continué à œuvrer en cachette alors que je le savais pas et que j'avais dit, allez, oui, on prend celle-là, c'est pas grave. Elle a continué à œuvrer en cachette et elle est arrivée 1 mois après en me disant, Cynthia, j'en ai une nouvelle, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, c'est là que je me dis, mais je suis tellement reconnaissante de son travail, de sa manière de... Elle a une manière de lire l'être humain, les émotions qui est folle. Et donc, je suis très fière de cette couverture et c'est grâce à Capucine qu'elle est là, cette couverture. C'est pas grâce Eh à moi, bah, en tout cas. mais en tout cas, c'est un beau travail commun parce que l'objet est Ouais. effectivement très très beau. Et moi, il y a une autre chose m'intrigue sur cette couverture. C'est évidemment mon passé Ah, d'ingénieur qui me rattrape, mais c'est le théorème à deux inconnus. ouais. Euh, alors, sans ouais, d'où vient le titre? Ouais, d'où vient le titre? Je vais m'arrêter là. Le titre, l'histoire, elle est trop rigolote. J'aime bien raconter cette anecdote. Donc, en 2024, je rencontre Capucine. Bah, via Coralie d'ailleurs, via Coralie Ok. Cojol, autrice également chez Erol, qui a sorti son roman Le loup qui te mangera il y a quelques mois. Lisez-le, il est
Mm. extraordinaire. Je sais pas si tu l'as lu, mais moi, il m'a soufflé. Tout ce qu'elle écrit me souffle, de Je toute l'ai, façon. je te fais une petite parenthèse dans ton histoire, de ton anecdote. Je l'ai pas encore lu, mais pour le coup, en étant en podcast avec Coralie, elle m'a vraiment beaucoup, Mm. beaucoup donné envie de le lire. Mm. Ah non, mais Coralie, ça fait partie de ces êtres vivants de qualité supérieure. Elle est extraordinaire en tant que personne et en tant qu'autrice. Vraiment, lisez-la. Moi, tous ses romans sont des chefs-d'œuvre. Parenthèse fermée. Donc 2024, grâce à Coralie, je rencontre Capucine et je lui envoie 2 manuscrits. Donc Les Tournesols n'ont pas besoin de boussole, mon roman qui est sorti en juillet, et celui-ci, qui s'appelait à l'époque 1, 2, 3 Soleil. Et on signe les 2 manuscrits en même temps, et elle me dit on va sortir les Tournesols en juillet 2025, et Théorème, on le sortira à l'hiver 2026. Enfin, 1, 2, 3 Soleil, on le sortira à l'hiver 2026. Elle organise une soirée de lancement pour les Tournesols, donc en juillet, à la librairie Erol. J'invite quelques amis, des auteurs, il y a des lecteurs qui viennent. Très chouette. Et parmi ces amis que j'ai invités, il y a un auteur qui est merveilleux aussi, qui s'appelle Gabriel Blancard. Il est auteur chez Maison Pop. Et après la soirée, on continue évidemment vers un bar. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais qui vous dit qu'on a bu de l'alcool? Personne. Voilà. Donc on y va. Et là, je commence à parler de ce roman parce qu'avec Capucine, on est en train de réfléchir à un nouveau titre pour 1, 2, 3 Soleil. Et donc Gabriel, qui est à côté de moi, me dit, bah vas-y, raconte-nous le résumé. Et puis on va faire une espèce de brainstorming parce qu'on était une dizaine d'auteurs. Je me dis, bah oui, merveilleux. Donc je raconte, j'essaye de résumer avec perte et fracas car je ne sais pas résumer. On en revient au début de la conversation. Et, euh, et les voilà qui partent un peu en brainstorming, machin. En fait, l'histoire de Théorème à 2 inconnus, c'est... attention, je me lance dans le résumé. Soyez indulgents, ok? C'est 2 enfants qui s'appellent Anna et Olivier qui entament une correspondance scolaire, donc ils s'écrivent des lettres dans leur école respective, qui sont vraiment complètement éloignés l'un et l'autre en France. Et voilà, ils commencent à s'écrire des lettres, ils deviennent correspondants mutuels. Et à la fin de cet échange, bah, eux ont développé vraiment une belle relation, ce qui fait qu'ils continuent à s'écrire à travers le temps. Donc sans jamais se rencontrer, ils construisent une très belle amitié pendant 10 ans. Donc de leur 6 à leur 16 ans. Et à 16 ans, brusquement, Olivier arrête d'écrire à Anna, sans aucune explication. Donc Anna fait le deuil de cette relation qui comptait beaucoup pour elle. Et des années plus tard, on retrouve Anna qui par un concours de circonstances malheureux, est obligée de retourner vivre chez ses parents dans son village natal. Et Anna, elle adore les énigmes. Anna, elle adore les charades, les mystères, les mots fléchés. Et en retournant vivre donc chez sa mère, elle reçoit une lettre d'Olivier, d'aujourd'hui, qui lui dit je suis désolée, il s'est passé quelque chose dans ma vie quand j'avais 16 ans qui a fait que j'ai arrêté de t'écrire. J'aimerais t'expliquer ce qui s'est passé. Mais pour pas que ce soit trop brutal pour toi, je vais te l'expliquer à travers 5 énigmes, parce que je sais que tu adores les énigmes. Donc pendant 5 semaines, tous les lundis, je vais t'envoyer une énigme, et au bout de 5 semaines, tu me diras si tu veux bien me pardonner ou pas. Et donc elle part dans cette résolution d'énigmes. Bon, je raconte ça. Je sais pas si j'ai bien raconté. Je Ah raconte si, super ça. bien. C'est vrai. Merci. Il faut que je vais prendre l'enregistrement et je vais l'apprendre par cœur. Donc je raconte ça à Gabriel. Et là, Gabriel, il tourne dans sa tête. Et d'un coup, il me dit, mais donc Anna et Olivier, c'est des inconnus. Enfin, ils redeviennent inconnus, quoi. Et je lui dis, bah oui, oui, c'est vrai qu'au départ, puis ils redeviennent des inconnus l'un pour l'autre, quoi. Et il me dit, bah, Théorème à 2 inconnus. Là, j'ai fait, waouh. Je suis tombée littéralement de ma chaise. J'ai trouvé que ça reflétait merveilleusement l'ambiance du film, gros lapsus, du livre. Oh. Non, non, pas lapsus, c'est que je trouve que ça ferait un bon film, c'est pour ça que je pense que je mouline. Et je l'envoie à Capucine en me disant qu'est-ce que t'en penses? Et là, Capucine, il était 23 heures, je crois, enfin, on était en week-end, donc elle travaille pas normalement. Et elle m'envoie 10 messages à la suite, en majuscules, avec plein de points d'exclamation. C'est formidable, on adore, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je me suis dit, bon bah, c'est lui. Donc en fait, c'est à ma soirée de lancement de mon premier roman, enfin de mon premier roman chez Erol, que j'ai trouvé le titre du deuxième roman. Je trouve ça trop beau.
J'adore, j'adore. C'est, je suis fan un peu moi de poésie et de synchronicité de voir Ah, que c'est dans l'action de lancement du mm, premier que d'un coup comme une épiphanie tombe l'évidence du deuxième. ouais. Moi je trouve ça magnifique. Tu vois, il y a vraiment un truc de l'action appelle la créativité qui appelle euh, l'accomplissement personnel quelque part. Et puis je l'aurais Et pas trouvé toute seule ce titre. Et en fait, les c'est aussi, rencontres, c'est les toujours. rencontres, Mm. l'importance des rencontres. Mais alors, tu vois, ça, c'est rigolo parce que je le dis, c'est mon mantra. Je me dis l'importance des, c'est, tout se fait à la faveur de rencontres. C'est, pour moi, je visualise ma vie, c'est très bizarre ce que je veux dire, comme un escalier et avec plein de marches, voilà, que tu franchis à des moments de ta vie. Et en fait, sur certaines marches, il y a des gens qui t'attendent et qui vont te permettre de franchir la marche d'après jusqu'à arriver à ton objectif final, quel qu'il soit, que tu as défini ou pas. Mais... Et donc moi, vraiment, en ce moment, ma vie, c'est un escalier. Et je le visualise hyper bien. Et tu vois, il y a eu Coralie sur une marche. Il y avait Coralie sur une marche. Coralie Cojol, elle est sur une marche, c'est sûr et certain. Capucine, elle est aussi sur une marche. Alors, je sais pas quelles sont les marches suivantes qui m'attendent, mais je le vois vraiment comme ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, si, très très bien et je partage tout à fait ton avis. Je me permets un petit partage. Il y a un livre génial de Charles Pépin, qui est un philosophe. Alors d'ailleurs, ça me fait rire parce que tout à l'heure, hier, tu as partagé 50% des jeunes pensent que les auteurs Ah oui. sont morts là. Enfin bref. Et du coup, Charles Pépin est un auteur qui est vivant, un philosophe qui est vivant Ah oui, et, évidemment. et qui a écrit un C'est livre fou sur ça. sur la rencontre et qui moi, m'avait beaucoup touché parce que ça renvoie exactement à ce que tu dis à savoir que les autres sont vraiment des points sur lesquels nos Ouais. vies peuvent vraiment prendre des directions différentes. Ah ouais. Et ça m'a toujours assez fasciné de pouvoir imaginer qu'en fait, il y a des rencontres qui peuvent qui peuvent tout changer, quoi. Mm. Et parfois, ça peut être de juste se lever le matin et puis de dire, bon, bah, finalement, je vais aller acheter mon pain et peut-être que c'est, je sais pas, il y a Et un c'est là. truc, ouais, il y a un truc un peu fascinant d'inconnu, de hasard, Ah oui. je sais pas, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais je trouve ça assez magnifique. Puis ça transparaît dans ton histoire aussi. Ouais. C'est ça qui est cool. Personnellement comme professionnellement, en fait, c'est des rencontres Mm. qui bouleversent ta vie à des moments. Et c'est bien. Moi, j'aime bien parfois me dire, quand il s'est passé vraiment quelque chose de très important dans ma journée, où je me couche en me disant, oh, ce matin, j'aurais jamais pensé que ma vie allait être bouleversée aujourd'hui. J'aime bien me dire ça. Ça arrive, tu vois, peu, mais quand vraiment tu as un événement très important, quelque chose qui se passe professionnellement, personnellement, et où tu te couches le soir en te disant, oh, ce matin, j'aurais jamais pensé ça. J'aimerais bien revivre cette journée en sachant qu'elle va être exceptionnelle. Ah, Tu c'est vois? beau, c'est beau. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On, parfois on passe trop vite sans faire Ouais. attention au fait qu'on vient de passer une journée exceptionnelle. Mm. Ouais. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, ça Ça te laisse m'a, rêveur. ouais, non, ça me laisse rêveur parce que j'aime beaucoup, j'ai- j'ai- ouais, je suis aussi, tu vois, de mon côté extrêmement reconnaissant de tous les gens que j'ai pu rencontrer et qui, sans eux, je me rends bien compte que je serais pas là où je suis, tu vois. Et alors, j'encourage, tu vois, à chaque fois, quand même à aussi reconnaître qu'on a eu le courage d'oser aller faire ces rencontres tout en voilà pour quand même aussi se responsabiliser, c'est-à-dire on est aussi responsable Oui, des oui, belles oui, choses qui nous arrivent, tu vois. bien sûr. Et en même temps les autres sont tellement précieux et le partage a une place centrale à mon avis dans l'accomplissement d'un individu, tu vois. Mm. Voilà, c'est un peu ça la conclusion à laquelle j'étais en train de rêver. J'ai envie de me faire tatouer cette phrase. Je trouve qu'elle est Ouais, magnifique. Bon, après, voilà. je sais pas sur quelle partie du corps parce que elle est Ouais, un peu longue. en gros sur le torse. Voilà. Pour changer un peu de Sky is the limit, pourquoi pas. Euh, euh, C'est vrai. Est-ce que t'as des tatouages, toi? Non, 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 non. C'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai toujours trouvé ça très, très esthétique, tu vois. Ouais. Mais c'est un esthétisme, tu vois, qui te frappe d'un coup et on parle de quelque chose qui reste. Et je trouve que l'art est toujours soumis à l'épreuve du temps, mais tu Éphémère, sais quoi. jamais Ouais. exactement comment. C'est ça aussi qui est magnifique, tu vois, même dans l'écriture d'un livre, le regard que tu portes sur ton premier roman aujourd'hui est pas le même que celui que tu portais au moment où il est sorti. C'est pas le même que celui qu'on portera dans 10 ou 15 ans. Mm. Et j'aime bien laisser cette liberté d'évolution. Mm. Et quelque part, le tatouage, c'est presque enfermer, tu vois,
ou en tout cas le contraindre sur un matériau qui lui bouge aussi, tu vois. Et donc Mhm. je sais pas, il y a un truc qui sonne pas tout à fait Je, juste com- dans, voilà. je comprends complètement ton point de vue. Moi, plutôt que ça, je dirais que c'est plutôt immortaliser quelque chose. Donc, c'est pour ça que moi, Mm, j'en ai un, par exemple, qui immortalise mon amitié très forte que j'ai avec deux personnes. Et donc, on a exactement le même, pas au même endroit, mais on s'est fait exactement le même tatouage. Et parce que pour moi, c'est une manière d'immortaliser quelque chose ouais, et de c'est magnifique. jamais l'oublier. Voilà. Mm. Alors c'est effectivement, je complète ma réponse, c'est aussi parce que moi, j'ai pas trouvé de symbole Mm. qui mérite quelque part cette immortalité, tu vois. Ça, je comprends Et complètement. voilà. Et donc tu vois, c'est des réflexions que j'ai eu beaucoup. Notamment, alors tu vois, je fais un partage. Alors c'est, voilà, tu vas Ouais. comprendre où sont les réflexions. Notamment après ma première vraie rupture. C'était une nana pas forcément fan de tatouage et donc c'est un peu par opposition. Tu te dis bon, écoute, très bien, voilà, Ah ouais? Ah ben, c'est comme ça. voilà. Je vois complètement. Et le truc, c'est que du coup, après, t'as aussi cette réflexion de, ok, c'est bien beau, effectivement, c'est très esthétique, mais qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et à ce moment-là, tu vois, l'évidence de cette, quelque part, de ce symbole immortel m'est pas venue. Et donc, c'est quelque chose que j'ai laissé de côté. Mais Mm. écoute, peut-être qu'un jour, effectivement, comme toi, il y aura ce petit truc de partage qui, Mm. euh, qui fera, on y revient au partage, en fait, hein. Voilà. Mais toujours, c'est la Voilà. clé de tout. Bah oui, Ouais, exactement. évidemment. Exactement. Et alors on s'éloigne un peu, mais il y a quand même une question. Tu as parlé tout à l'heure, Oui, donc le théorème à deux inconnus. Avant de rebondir sur ça, tu as parlé du fait que tu aimerais bien le voir en film. Est-ce que oui. tu t'es imaginé, genre certains acteurs pour jouer Anna ou Olivier, tu te dis, ah putain, c'est lui, c'est sûr. Alors, non, en plus, non, mais moi, je voue un culte. Je voue un culte à. Mais c'est pas du tout exceptionnel. Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde lui voue un culte. Je voue un culte à Pierre Ninet. Hmm. Pierre Ninet, c'est. Enfin, vraiment, je trouve ça. L'acteur. C'est pour moi le meilleur acteur français. Donc, moi, je verrais bien Pierre Ninet pour Olivier. Et, Magnifique. ok, dans mes rêves les plus fous, ok, dans mes rêves les plus fous, euh, j'ai fait moi-même beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Je veux bien faire le rôle d'Anna si vraiment on me propose et que j'ai du temps. Non, mais en fait, j'ai dit film, c'est pas vrai, mais j'ai dit film parce que c'est rigolo. C'est la première fois que j'ai sorti 3 romans et c'est sur ce roman-là. Donc l'accueil est vraiment très bon. Et ça, je veux dire que les commentaires sont vraiment positifs et c'est tellement précieux au départ quand le livre sort d'avoir ces premiers avis-là. Donc ils sont positifs et je suis extrêmement contente. Et c'est la première fois que j'ai autant de points, ouvrez les guillemets. Je le verrai vraiment. Pour moi, ce livre, c'est un film. Et tout le monde m'a dit, quand je l'ai lu, je voyais des scènes de films ou de séries. Enfin, donc là, j'ai eu beaucoup de commentaires il faudrait que ça en devienne un film. Donc c'est pour ça que j'ai dit film, je pense, parce que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Et moi, j'aime bien penser mes romans. Donc ça me fait plaisir que les gens l'aient compris comme ça. Moi, j'aime bien penser mes romans comme des scènes de film. J'ai un amour fou pour les dialogues, déjà. Les descriptions, ça me gonfle. J'ai vraiment du mal. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je n'aime pas ça, mais je le fais parce que voilà. Mais moi, j'ai un amour fou pour les dialogues. D'ailleurs, je mets un point d'honneur à ce que chacun de mes... Je l'ai jamais dit ça. Et je pense que personne s'en est jamais aperçu. Après, j'en ai fait que 3 romans, mais tous mes romans commencent par un dialogue. Je veux que ça commence par ce que je préfère au monde. Donc ça commence par un dialogue, toujours. Voilà. J'adore. J'adore. Et je vais poser une question pas du tout intéressée, mais comment on fait pour écrire des descriptions quand on déteste ça? C'est horrible. C'est horrible. Bah, on accouche le truc, quoi, avec douleur, hein, Hmm. forcément. Mais Ouais. en plus, je suis un conseil de Marie Varey, qui est une de mes autrices, si ce n'est l'autrice que je préfère au monde, qui a sorti là récemment, nous qui avons connu Solange chez Flammarion. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si c'est pas le cas, allez-y, parce qu'elle est merveilleuse, cette femme. Je pense que c'est la magicienne des styles. Elle fait tous les styles. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Elle ne s'enferme pas dans un style. Elle fait de la jeunesse, de l'historique, du feel good, du thriller, elle fait tout. Elle est du dystopie. Elle est incroyable. Et quand j'ai commencé à écrire, elle était encore peu connue et elle faisait un blog où elle donnait des conseils d'écriture. Et elle a donné ce conseil-là j'essaye de suivre encore. Elle dit dans une scène, souvent, les auteurs ne se concentrent que sur un seul sens, à savoir la vue. Quand tu décris ce que
le personnage voit. Elle dit, mais il y a 4 autres sens qui sont aussi sollicités et qu'il faut mettre en avant. Et donc, il faut aussi décrire ce que le personnage sent, ce que le personnage entend, ce que... Et donc, j'essaye de suivre ça. Donc, à chaque description, je suis là. Bon, alors, ok, alors, qu'est-ce qu'il entend? Bon. Et en fait, j'essaye de me faire un espèce de plan pour les descriptions, ce que je fais pas du tout pour les dialogues. Ça me permet d'accoucher un peu plus facilement. Non, mais c'est pas vrai que je déteste. Ça me plaît évidemment de faire des descriptions. J'aime écrire. Mais les dialogues, je m'éclate là-dedans. C'est ce que je préfère. Ouais, bah je suis un peu comme toi, donc effectivement je pense que spontanément, tu vois, je pourrais écrire un roman entier quasiment sans faire de description, tu vois. Ah, toi Mais aussi? ouais, je suis, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est vrai, je sais pas trop pourquoi, mais je suis pas très fan des descriptions. En fait, j'en suis pas fan déjà quand je le lis. Et surtout, Ouais. c'est que j'y fais pas attention en fait. Mm. Voilà, c'est les descriptions, je les lis vraiment en diagonale. C'est ce que Et j'allais du dire. coup, J'allais dire la même chose. voilà. J'allais dire, est-ce que tu fais partie de ces gens qui lisent en diagonale et qui savent que la description, elle va finir à la fin du paragraphe et donc tout de suite, tu vas au paragraphe suivant? Ouais, Moi voilà. aussi. En fait, c'est Moi, je fais exactement ça. ça. Tu vois, Mm. je le balaye rapidement. Et alors, ça Mm. donne des incongruités comme moi, tu vois, je lis, j'ai lu tout Hunger Games. Moi, j'étais persuadé que Pita, il était grand, gros et roux. Bon, voilà, c'est absolument pas du tout comme ça qu'il est. Mais dans mon imaginaire, il était comme ça, tu vois. Et du coup, c'est vrai que Vas-y, c'est un. Vas-y. je lève la main. Je sais pas pourquoi je lève la Ouais, main. non, Genre, t'inquiète. parce que bon. Enfin, c'est pas une question, c'est plus une remarque. Pour quelqu'un qui écrit de la fantaisie, alors j'ai pas lu beaucoup de fantaisie dans ma vie, mais pour moi, il y a quand même une énorme part de description dans la fantaisie, justement. Ouais, ouais. Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que ça naît aussi parfois d'un écueil des auteurs de fantasy qui est que ils inventent des mondes et ils ont envie d'en Oui, parler. oui, Voilà. Et bah donc oui. parfois, c'est pour ça qu'il y a parfois aussi beaucoup de descriptions. Je pense que la complexité d'un univers peut aussi passer par à la fois l'action et à la fois les personnages qui découvrent le monde dans lequel ils évoluent. Par contre, voilà, c'est euh, au-delà de ça, tu vois, je l'ai vraiment développé comme un tic d'écriture au début, où Mm. c'était très inconscient, tu vois. Dans le premier roman, notamment, quand je le regarde maintenant, je trouve que ça se sent à certains endroits que le fait qu'il n'y ait pas de description, plus qu'un choix, était aussi peut-être pas une faute parce que c'est pas le cas, mais une inattention de débutant quelque part. Mm. D'accord. Et maintenant, je le fais beaucoup plus en conscience, tu vois. Comme c'est écrit à la première personne, il y a aussi des choses que tu peux te permettre de pas dire, tu vois. Alors en tout cas, je parle vraiment pour moi. Et donc maintenant, j'essaie, au-delà de vouloir rentrer dans un moule vraiment qui dit qu'il faut qu'il y ait tel genre de description ou quoi, c'est Mm. plus le faire en conscience, en sachant que, ok, là, j'en mets pas, mais pour quelle raison? En quoi ça sert à la fois le chapitre et le roman dans lequel il s'inscrit? Et donc, c'est plus cette logique-là que j'essaie de développer maintenant. Mm. Et donc je me rends compte, un peu comme que ce que tu partageais, qu'il y a des moments où en fait la description sert un dialogue parce qu'elle met une cassure, elle détend C'est vrai. le rythme, etc. Et donc en pratiquant et en étant attentif, donc juste en mettant de la conscience sur cette pratique-là, je me rends compte de ce à quoi servent les descriptions et je commence doucement à aussi les apprécier de Oui, c'est ça. par quelque part le suspense qu'elles peuvent amener en disant bon, par contre déroule vite ta description parce qu'en fait là la suite du dialogue elle m'intéresse quand même beaucoup plus. Voilà Ouais. pour pour la petite digression autour de ta question. C'est rigolo que tu parles de rythme. Enfin, c'est pas rigolo, mais j'en parlais il y a pas longtemps avec mon amoureux qui est musicien, entre autres. Hmm. Et on parlait de l'importance du rythme, alors que ce soit, en fait, j'ai l'impression n'importe quelle œuvre, dans les romans, dans les films, en fait, je le vois vraiment comme ça. Autant dans la musique, bon voilà, le rythme c'est connu, tout le monde sait qu'il y en a, etc. Je trouve qu'il y a aussi un rythme dans l'écriture, dans la lecture, et que quand tu le casses, enfin quand tu le suis pas, quand tu le respectes pas, ça se voit tout de suite. Et je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a une vraie importance à suivre un rythme aussi
C'est un rythme que tu vois pas, que tu perçois, enfin, que tu perçois, mais que tu vois pas. Dans l'écriture, moi, j'ai mon rythme à moi et j'arriverai pas à le qualifier, enfin, j'arriverai pas à concrétiser le truc, j'arrive pas du tout à me faire comprendre, je pense. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a un rythme à respecter, comme il y a un rythme dans les films, dans tout ça, mais dans la lecture aussi, il y a une espèce de rythme qui fait que tu vas être accroché ou pas. Mm. C'est tout à fait vrai et je pense que c'est difficile à expliquer parce qu'en fait c'est très instinctif et Ouais. je pense que parfois on tombe dans des erreurs de rythme parce qu'on se déconnecte de ce pourquoi on est en train d'écrire. Et on est un peu parfois attaqué par toutes les petites croyances limitantes qui peuvent être un peu partout. Et du coup, on se dit, ah non, mais je peux pas écrire ça parce qu'il faut que machin. Dès qu'il y a un il faut, Oui, tu c'est vois, vrai. tu as une injonction. Et en fait, parfois, se rappeler de, ok, attends, l'intention de mon livre, c'est de raconter quoi exactement? Mm. Pourquoi cette phrase-là, elle doit exister dans le but de cette intention? Et en fait, c'est aussi à mon sens, hein, ce fil rouge d'intention qui transparaît dans toutes les pages de ton livre, qui donne un peu, c'est un peu le chef d'orchestre, tu vois, si on parlait de musique, qui Mm. vient donner ce rythme. Et après, et, euh, et voilà. Voilà. Après, c'est Mm. vrai que c'est très difficile à expliquer parce que c'est très instinctif, donc ça rentre dans des trucs un peu inexplicables, quoi. Oui, Euh, c'est exactement ça. C'est complètement ça. Je me suis perdue dans mes explications, mais parce qu'en fait, c'est inexplicable. T'as raison. C'est le genre de ouais. truc que tu ne peux que ressentir. Ouais. Exactement, Mm. exactement. Est-ce que toi, tiens, tu parlais des dialogues et de ce ressenti-là. Est-ce que tu lis tes dialogues à haute voix? Ah oui, ça arrive. Hmm. Oui, oui. Surtout en période de correction. Correction éditoriale. Donc après, quand tu as soumis le manuscrit à ton éditrice, vient la merveilleuse et joyeuse période de correction qui prend autant de temps que l'écriture en fait, où elle te fait des remarques, elle demande voilà, toujours avec bienveillance, sans jamais imposer. Voilà ce que moi je changerais. Je pense que là il faut développer, ça tu peux l'enlever, machin truc. Et, euh, et une fois qu'on a passé cette étape-là, donc il y a la lecture des épreuves. Donc juste avant l'impression, on envoie tout, le manuscrit bien corrigé, tout bien, en disant il faut que tu signes et ensuite il part en impression. Donc c'est le moment très stressant où tu sais que là bientôt cette œuvre-là ne t'appartiendra plus et que tu ne pourras plus la changer. C'est horrible ce moment-là parce que par définition, enfin moi je une œuvre, c'est toujours perfectible en fait. Tu peux toujours l'améliorer. Tu peux toujours revenir dessus et essayer de la changer en te disant non, ça peut toujours être mieux. Quitte à peut-être faire que ces modifications successives là en feront peut-être perdre de la substance à cette œuvre-là. Enfin, je me dis à un moment donné où il faut que ça s'arrête, mais comment savoir quand est-ce qu'il faut que ça s'arrête, tiens justement. Très bonne question. Et je pense que le fait, moi, pour moi en tout cas, d'avoir une éditrice, ça m'aide parce que c'est elle qui dit là, ça suffit. Et j'aime bien ne pas avoir à prendre cette décision. Hmm. C'est elle qui le fait pour moi. Et donc, au moment de ces épreuves-là, il y a une relecture finale. Et pendant la relecture finale, j'aime bien effectivement soit lire à voix haute, mais même les descriptions. Juste pour me rendre compte un peu de la musique, tiens, on y revient. La musique des mots, les dialogues, est-ce que ça sonne bien, est-ce que machin. Donc je le fais généralement à ce moment-là. Hmm. Ok, Voilà. ok. Mais oui, C'est, oui, quand est-ce qu'on met le point final? Quand est-ce qu'on arrête de modifier quelque chose? Une vraie question, ça, parce que en soi, effectivement, tu peux toujours l'améliorer. Tu peux tout te dire, estimer qu'elle est toujours perfectible. hmm. C'est c'est une très très bonne question que j'observe toujours avec. Euh, Alors en fait, ça me fait beaucoup rire parce que tu vois je vais parler un peu de moi, mais dans les auteurs que je peux accompagner, tu vois, il y a vraiment la phase du début où ils sont un peu omnubilés par cette question du perfectionnisme, tu vois. Il y a quelque chose de mais comment je vais savoir que c'est terminé? Et puis en fait, tu as tout le processus d'écriture et donc en fait, dans le fond, de transformation personnelle de ton rapport à l'écriture, de ton rythme, de ton identité, de ce que tu peux t'autoriser, des injonctions avec lesquelles tu as pu grandir et ça peut venir de n'importe où, tu vois. Et en fait, il y a un moment où j'ai l'impression que les gens, en fait, c'est pas j'ai l'impression, c'est un moment, ils trouvent ce, ce, c'est comme s'ils étaient, tu vois, là encore une fois, c'est très instinctif, donc difficile à expliquer, mais Mm. ils ont cette certitude que là, c'est terminé.
Oui, Et je pense que c'est un peu un alignement d'étoiles à un moment donné où la justesse entre la personne que tu incarnes désormais et le texte que tu as écrit est parfaite, est en miroir, quoi. Et donc à ce moment-là, tu as ce sentiment de justesse. Et peut-être que, évidemment, tu vois, tu reviens dans 2 ans, cette justesse a bougé parce que ta ah personne bah oui. bouge en permanence. Et donc à ce moment-là, évidemment que tu peux venir retravailler sur ton texte. Et c'est pour ça que Mmh. c'est un piège qu'on ressent surtout, notamment sur le premier roman, parce qu'en fait, plus on met de temps à l'écrire, plus on voit passer de versions de nous C'est et ça. plus on se décorrèle de la justesse initiale, en fait. Et c'est ça qui est parfois compliqué. Et c'est pour ça, et là tu l'as dit, hein, c'est avoir là le regard de quelqu'un aussi extérieur, c'est hyper précieux parce qu'en fait, lui, comme ayant suivi, là en plus dans le cas de Capucine, si j'ai bien compris, elle te suit quand même dans tout ce processus-là. Donc en fait, elle voit aussi cet alignement-là. Et à un Complètement. moment, elle sent, elle fait bon, là, voilà. Là, c'est Et, bon, ouais. euh, et c'est ça qui est. C'est une très bonne question. Et je pense que la réponse est très personnelle aussi. Très personnelle. Ouais. Sam, est-ce que je peux me permettre une confidence? Non, une Vas-y, ouais, remarque, bien pas une sûr. Bien confidence. sûr, Une bien remarque. sûr, vas-y. Je t'en prie. Je, je te trouve, je te trouve passionnant. Ah, c'est gentil. Merci. Je prends Voilà, le j'ai compliment. terminé. Non, mais Ah, merci beaucoup. tu donnes, tu vois, très honnêtement, je te connaissais pas, c'est Coralie qui m'a parlé de toi. Et là, tu me donnes vraiment très envie d'aller lire ce que tu écris. J'ai envie de Ah te bah écoute, connaître. écoute, c'est Je, gentil, c'est gentil. vraiment. Non, c'est Tu vrai. peux soit lire, soit écouter. Tu sais qu'il y a une question, je te la partage là aussi en toute confidence. Il y a une question que je me pose parfois, c'est euh, est-ce que euh, cette passion se ressent dans les textes? Et je pense que c'est aussi, ça rejoint la boucle qu'on disait au début, mon envie d'aller dans quelque chose peut-être de plus réel et donc de moins fantaisie, c'est parce qu'en fait, je pense que j'ai envie que les gens sentent cette authenticité. Au-delà du masque de la fantaisie quelque part. Voilà. Ça reboucle avec ce que tu me disais au début. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Je, ben, avec plaisir. Non, non, vraiment. Enfin, le podcast, j'ai l'impression que, je sais pas depuis combien de temps tu en fais du podcast. J'ai l'impression que c'est un format qui est aussi fait pour toi. J'ai Ouais, j'adore l'impression ça, que j'adore ça. ça se sent vraiment. J'adore ça et c'est marrant parce que je prépare rien du tout. Mais non, Et en fait, tu vois, je sais, alors évidemment, j'ai regardé ce que tu faisais, j'ai quand même le nom de tes romans en tête, mais tu vois, évidemment, j'en reçois aussi des auteurs, je peux pas prendre le temps de lire tout ce qu'ils font. Par contre, la évidemment, conclusion, mais c'est que, t'es très à euh, l'aise. Tu rebondis, ouais, t'es très à l'aise. Tu ouais. donnes. Ah, il y a du talent là-dedans, hein. Bah, c'est vraiment un truc, un exercice dans lequel je m'épanouis beaucoup, ouais. Ça se Ouais, sent. c'est pour ça que ça tient aussi dans la longueur, dans la longueur. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas oublié que tu as partagé et sur lequel j'avais envie de rebondir. J'ai compris du coup que le premier roman avait mis 6 ans à s'écrire et qu'après, à la fois les tournesols n'ont pas de boussole, c'est ça? Oui, C'est bien, ok. Et Théorème c'est à deux ça. inconnus étaient du coup des livres que tu avais écrits, et c'est à ce moment-là que tu rencontres Capucine, et donc tu montres les 2 romans. Oui. Euh, ces 2 romans d'après, combien de temps t'as mis à les écrire? Et ouais, tout simplement. Les tournesols, je les ai écrits en 4 mois. J'ai reçu la réponse de City Edition pour me dire que mon premier roman était accepté le 23 novembre, je crois. 23 novembre 2020, je me rappelle. C'est le genre de date qui marque et dont tu te souviens. Bah, tu vois, le genre de date où quand tu te réveilles le matin, tu sais pas que ça va être une date qui va te Ouais, marquer à vie et t'aimerais bien revenir au début de la journée pour la savourer vraiment. Donc 23 novembre 2020, et je pense très honnêtement le 25 novembre 2020, j'étais en train de travailler sur le plan des tournesols. C'était moteur quoi, ça m'a vraiment donné une envie de me dire, ok, là c'est bon, quelle est la suite? T'as pas le temps de vraiment savourer en fait la bonne nouvelle que déjà t'es projeté dans quelle est la suite, comment je fais pour continuer pour eux. Et donc c'était encore le confinement, j'étais en chômage technique et donc j'avais du temps devant moi, j'ai eu de la chance, c'était vraiment une période très propice. Et je me suis mise à l'écriture pendant donc 4 mois sans m'arrêter. Donc lui, je l'ai écrit en 4 mois. Je sais pas quelle est la moyenne pour un auteur qui ne fait que ça. Je crois que je fais partie des gens qui écrivent lentement, mais je m'en fiche un peu. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Donc en 4 mois. Et après, après,
après, je me suis mise en freelance. Je suis rédactrice web en freelance maintenant Mm. chez moi. Et il a fallu, voilà, il a fallu ouvrir la société, trouver des clients. Enfin, il y a tout un. Et puis, il y a mon enfant aussi dont je devais m'occuper, etc. Donc, j'ai été un peu rattrapée par la vie et j'ai mis un peu de côté l'écriture. Et Théorème, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Je crois que c'est pas parce que je travaillais aussi à ce moment-là. J'ai dû mettre 1 an et demi à l'écrire. Mm. Et vraiment, et je m'en voulais. Et je me disais, et je faisais ce qu'on appelle la stratégie du petit pas pour essayer de me donner l'illusion c'était tous les soirs d'écrire un peu. Et vraiment, t'écris. Moi, mes romans, ils font, à titre d'exemple, je parle en mots, ils font environ 75 000 mots. Mm. Et tous les soirs, je me disais, allez, t'écris 200 mots. Tous les soirs, j'essayais d'écrire 200 mots. Bon, ben, voilà, hein, ça met un peu de temps, mais c'est Ouais. la stratégie du petit pas où quand même, tu avances, telle une petite fourmi, mais tu avances, c'est le principal. Pas rester dans l'inaction, quoi. Je voulais surtout pas rester dans l'inaction. Et donc, voilà, j'ai mis 1 an et demi. Et là, je suis en pleine écriture de mon prochain. Et j'ai pris une grande décision, d'ailleurs c'est rigolo, elle date d'il y a 2 semaines, cette décision. C'est de me dédier, là je passe 2 mois entiers à faire ça. C'est-à-dire que pendant 2 mois, je n'accepte plus de missions, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc j'accepte plus de missions en freelance. Et je me dédie corps et âme à ce roman, parce que ma stratégie des petits pas là que j'essaye de faire, d'appliquer depuis janvier, en fait elle marche pas du tout. Enfin, je me rends compte que là, elle marche plus. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche plus. Donc, voilà, ça commence, c'est rigolo parce que ça commence la semaine prochaine. La semaine prochaine, pendant 2 mois, je fais que ça. Voilà. Putain, c'est trop cool. C'est marrant parce que quand tu parlais de cette stratégie des petits pas, elle est diablement efficace parce qu'en fait, c'est aussi ça qui permet d'ancrer et d'avancer malgré toute Voilà. la vie extrêmement difficile et Ouais. chargée qu'on peut avoir. Mais par contre, quand tu le disais, je sentais une vraie frustration Ah de bah, putain, il y a que 200 mots. Moi, j'ai envie d'en pondre 2000, quoi. bah, c'est Et ça, c'est ça. ouais. T'as l'impression de pas avancer, en fait, c'est extrêmement frustrant. Mais en même temps, tu instaures un espèce de réflexe. C'est bien Mm, aussi. Tous les soirs, j'écris un peu, même si j'écris pas beaucoup, j'écris un peu. Parce que c'est pas ça le principal, en fait, tu vois. Juste, même si mm. t'écris rien, bah, t'es pas dans l'inaction et tu continues à. Ton corps, il a ce réflexe-là, au fond de toi, d'écrire toujours, quoi. Après, c'est un muscle, donc tu l'entretiens. Voilà. Mhm. C'est exactement ça. Le réflexe de l'écriture vient aussi de cette répétition. Et au début, quand on commence, on aimerait un peu déjà être la version qu'on idéalise de l'auteur qui, comme ça, peut poser 2 mois et puis te pondre Ouais. un chef-d'œuvre, etc. Mais en fait, là, ce qu'on oublie, c'est qu'il y en a des comme ça, mais généralement, ils ont passé énormément de temps. Sur des pages blanches à écrire des trucs moyens, des trucs pas terribles, etc., etc. Bien sûr, Donc, c'est important en ouais, fait de passer par l'échec. C'est hyper ouais. formateur. Enfin, l'échec, moi je me réjouis d'avoir échoué dans ma vie. Enfin, c'est hyper important d'échouer, quoi. Puis ça te remet un peu à ta place aussi. Moi, je me réjouis de mes échecs, je les prends et je les câline comme ça, je les berce Mm. tous les soirs. Mais non, non, c'est important, les réussites, effectivement, de réussir à, comme tu disais, réussir à conscientiser, enfin, à prendre conscience du fait que dans ta vie, il y a des choses que tu as réussi à faire par toi-même. C'était pas collectif. Et la réussite aussi, ta part individuelle de réussite, elle est là, quoi. Il faut la conscientiser. C'est grâce à toi que tu as réussi des trucs. Mais il y a des échecs aussi et voilà, dont il faut se réjouir. Je m'en réjouis. Voilà. Est-ce qu'il y a un échec, alors lié au domaine de l'écriture, mais un échec qui aujourd'hui tu te dis Dieu merci, je l'ai vécu, sans ça je serais pas là où je suis. Je pense que je suis très contente. Je, je pense que je suis très contente de ne pas avoir connu un succès fulgurant dès mon premier roman. Ok. Un peu comme Melissa d'Acosta, par exemple, qui a écrit Tout le bleu du ciel, qui a explosé immédiatement. C'est génial, hein, merveilleux, elle a une carrière formidable. Moi, je sais pas si je pense que je n'aurais pas eu les épaules pour supporter un succès flamboyant, euh, international comme ça, dès le premier roman. Je pense que j'aurais pu complètement, j'aurais pu complètement vriller. C'est vrai, je pense que je suis ce genre de personne qui vit tout très intensément. Moi, je vis vraiment tout très intensément. Tout est qui c'est qui dit, c'est Paul Éluard qui dit,
Ce qui rafle les autres me déchire, je crois. Hmm. Bah, moi c'est un peu ça. Voilà. Et donc, je pense que j'aurais extrêmement mal vécu le fait d'avoir vécu un premier roman, un succès fou. Et je suis contente de voir que, alors encore, on est sur mon petit escalier, encore une fois, donc je gravis marche après marche, mais je les gravis les marches, donc marche après marche, livre après livre, je gravis une nouvelle marche. Et je suis très contente que ça se fasse progressivement. Donc, tu vois, Hmm. ça, par exemple, ça fait partie des choses que j'aurais peut-être pas aimé vivre dans ma vie, je crois. Hmm. Ouais, je comprends. C'est joli aussi. C'est plein d'humilité, je trouve, quelque part. Et je De, suis ouais. très humble. Je fais Très, de très très humble. belles, je fais des belles liaisons aussi. C'est vraiment ma marque de fabrique, ça. Euh, t'as réutilisé l'histoire de l'escalier. Est-ce que tu vois tes romans comme des personnages qui sont sur certaines de ces marches, hein? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors non, c'est vrai que je visualise des vraies personnes sur ces Hmm. marches-là, mais en fait, ça pourrait complètement, ils ont complètement leur place sur mon escalier. T'as complètement raison. Parce qu'encore une fois, c'est grâce à eux que j'arrive à. En fait, je me suis défini un objectif, qui est au bout de l'escalier. Mon objectif, c'est, et j'ai mis longtemps à le, comment ça, à l'assumer. J'ai mis longtemps à l'assumer parce que j'ai l'impression que c'est un peu. Mon objectif, c'est de vivre de l'écriture. Voilà, c'est mon objectif. Et je me disais, c'est beaucoup trop ambitieux pour tes petites épaules. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à l'assumer. Là, je l'assume, je le dis, j'en suis même fière. Je crois que c'est important en plus de le dire vraiment à haute voix, manifester. Donc, je voudrais vivre de l'écriture. Donc, c'est mon objectif, c'est ma dernière marche. C'est pas forcément en vendre des millions, je m'en fiche, mais simplement me dégager un salaire décent tous les mois qui me permettrait de me dédier complètement à l'écriture et de ne faire plus que ça. Et donc ces livres-là, effectivement, ils ont complètement leur place sur les marches parce qu'à chaque livre, là je le vois sur le théorème, ça a été flagrant pour moi. Je gagne en confiance déjà, et ça c'est quand même extrêmement précieux. Et je gagne en lectorat aussi. Et je l'ai vu au Salon du Livre de Paris, quand j'y étais ce week-end. Et je l'ai vu concrètement. Parce que tout ça est très abstrait, en fait, quand tu es devant ton ordinateur et que tu écris. Et de voir concrètement qu'il y a des gens avec dans leurs mains ton livre, qui l'ont lu et voilà, qui viennent t'en parler. Et j'ai vu il y avait du monde, quoi. Et donc, je me dis, à chaque livre, allez, on gagne un peu plus en lectorat et on se rapproche de l'objectif. Donc, ouais, ils ont complètement leur place dans mon escalier, t'as raison. Trop cool. Trop cool. C'est un très bel objectif. Et puis, ce qui est marrant, c'est que tu parles pas de rêve, mais d'objectif. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai ancrage dans la réalité aussi. Ouais, oui, bah oui. La réalité, on se prend en pleine face. Ouais, il faut pas l'oublier, la réalité, malheureusement, elle est là, elle fait tout. Mais t'as raison, Ouais. oui, c'est pas, même pas fait exprès. Alors que moi, je suis une grande rêveuse. Vraiment, on me le dit toujours que j'ai la tête dans la tête dans la lune. C'est pas ça l'expression. Si? Euh, la, La t- lune? euh, la Avoir tête dans les nuages? la tête dans les nuages? J- j'ai un doute. Ouais, je sais Bah moi pas. aussi. Moi, Ouais, je suis la première à mélanger les expressions. Tu sais, je mixe j'adore. les expressions. C'est pas la tête dans la lune. Avoir les Euh, épaules? Non. Bon, bref. attends. Je suis une grande Ouais, rêveuse. ouais. Donc c'est rigolo, oui, je sais pas pourquoi j'ai utilisé objectif et pas rêve, mais tu as raison, c'est parce que je pense que j'ai conscience du poids de la réalité, Ah, je pense effectivement. que du coup, tu t'incarnes vraiment c'est le fait d'assumer aussi que c'est ça ton objectif. Mm. Et c'est vraiment parce que c'est aussi devenu mon métier de faire attention à ces choix sémantiques que font les gens. Mais tu vois, à mon Oui. sens, ça en dit beaucoup aussi. Quand on passe de mon rêve c'est à mon objectif c'est, de manière Oui. inconsciente, il y a un truc, ça veut dire qu'il y a eu un petit, Ah, des clics. Ouais. exactement, exactement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et le théorème, alors je trouve que du coup, tu l'as quand même, t'as été un peu dur avec toi parce que je trouve que tu l'as très bien vendu Merci. comme livre. T'as raconté aussi la petite anecdote sur comment le titre était né. Est-ce que tu aurais un autre truc un peu cocasse à raconter sur Ah son ouais. écriture ou sur ce qu'il y a dedans? Ah, j'ai la meilleure anecdote. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez un Vas-y. café, prenez du popcorn, installez-vous, ça va durer longtemps. Parce que quand je raconte, je prends 1000 ans, j'utilise des adverbes et tout. Donc voilà, installez-vous confortablement. Vas-y. Donc, il y a, nous sommes en 2019. Nous sommes en septembre 2019. Il fait froid ce jour-là. Euh, Mon meilleur ami soutient sa thèse. Mon meilleur ami s'appelle Olivier.
il soutient sa thèse après 5 années passées enfermé dans ses études à pas avoir un seul semblant de vie sociale. Enfin, il a vraiment tout mis entre parenthèses. C'est la fin, là, c'est la journée qui symbolise la fin de ses études et le début de sa liberté retrouvée. C'est une journée extrêmement importante pour lui. Donc, voilà, la thèse est ouverte, son oral est ouvert au public. Je m'y rends évidemment parce que c'est mon meilleur ami, je suis là pour le soutenir. Et, euh, et comme je suis très immature, voilà, moi je suis très immature et vraiment je le revendique. Je veux garder cette immaturité toute ma vie. Plutôt que de lui envoyer le fameux courage, tu vas y arriver ou allez, on pense à toi, je lui écris, euh, Olivier. Alors, il faut savoir que j'étais en train d'écrire mon premier manuscrit. J'étais vraiment, les gens savaient que j'écrivais, lui évidemment le savait. Donc je lui ai dit, Olivier, virgule, si tu arrives pendant ton oral le plus important de ta vie à placer le mot serpillière à un moment donné, sache que je m'engage, sur l'honneur, à écrire un livre qui parlera de toi à un moment donné. Et je lui envoie juste ça. Il me répond pas, évidemment. Je vois qu'il voit, qu'il lit là. Il répond pas. On arrive à l'oral. Moi, je commence un peu à culpabiliser, à me dire quand même, Cynthia, c'est pas cool ce que t'as fait parce que, bon, l'oral se passe, il dure 1 heure en plus. Enfin, c'est long, c'est dur, le pauvre. Et dans les 5 dernières minutes de l'oral, je sais plus à quel moment, il balance le mot serpillière. Je sais même plus comment il a réussi à faire ça. Et en plus, il faut que je me taise parce que évidemment, je veux pas le déconcentrer, mais intérieurement, je fais la danse de la joie. Je me dis, mais c'est pas mon meilleur ami pour rien. Bref, il balance le mot serpillière. Et à la fin de l'oral, évidemment, je le félicite, je le prends dans mes bras et il me souffle à l'oreille. Maintenant, tu l'écris ce livre. Juste ça. Donc, il m'a fallu 7 ans parce que bah, j'avais d'autres trucs en attendant, etc. Mais je l'ai fait. Et donc, j'ai écrit un livre qui est truffé de clins d'œil à mon meilleur ami. À titre d'exemple, le nom du village dans lequel vit Anna, qui est un village fictif, c'est une anagramme de son prénom et de son nom. Je me suis dit, je vais faire un truc un peu joli, comme Anna, en plus elle aime les anagrammes. Donc j'ai fait une anagramme de son nom et prénom. Et il y a donc tous les noms des personnages secondaires, tout ça, c'est... Alors l'histoire est romancée, mais c'est truffé de clins d'œil à lui. Et donc je l'ai fait. Ce livre est né d'un pari, incluant du coup une serpillière et, et un oral. Voilà. Putain, c'est trop cool. Tu sais que au-delà de tous les pitchs ou de tous les OK, quel style et machin, etc. Moi, je trouve que c'est ce genre d'anecdote qui donne plus que tout Ouais. envie de découvrir des livres en vrai. Parce Ouais, que c'est complètement vrai. Ouais. y a rien de plus attirant que l'authenticité, l'authenticité, tu vois. C'est, Mm. c'est fou. Qu'est-ce qu'il en a Ouais. pensé quand le Ah livre bah, est c'est sorti là en sorti. février? Alors déjà, je lui ai envoyé en avant-première, évidemment. Voilà. Et je lui avais fait lire avant. Et quand le livre est sorti, je lui ai demandé de venir à la soirée de lancement. Alors, il n'a pas pu. J'étais vraiment dégoûtée parce qu'on avait prévu tout un truc avec lui, évidemment. Et au dernier moment, il n'a pas pu venir à cause de son travail. Il est évidemment très fier. Il en parle à tout le monde. Et je pense que on était déjà très proches, mais ça nous a encore plus rapprochés. On partage un truc juste lui et moi maintenant, qui n'appartient qu'à nous. J'aime bien, de toute façon, de manière générale, rendre hommage aux gens que j'aime. Les tournesols, par exemple, les 5 personnages principaux existent dans la vie. Je n'ai pas touché leur personnalité. Ces 5 personnes, elles existent, ce sont mes amis. Et elles existent vraiment. Alors, l'histoire, encore une fois, est complètement inventée, romancée. Mais leur personnalité, c'était important pour moi. Je n'y ai pas touché. Elles ont choisi leur prénom. Olivier aussi, d'ailleurs. Regarde, t'as vu ce mégalo? Il choisit son propre prénom. Tu viens d'y penser. Lui a choisi son prénom. Mais mes amis dans les tournesols n'ont pas besoin de boussole, ont choisi leur prénom. C'est une manière pour moi d'immortaliser cette amitié et de leur rendre hommage, quoi. C'est trop important pour moi, l'amitié, et je veux pas juste écrire un livre. Si, j'écris des livres parce que j'adore raconter des histoires aux gens, mais j'écris aussi des livres parce que je veux immortaliser les gens qui comptent pour moi. Là, ça me fait sourire parce qu'il y a cette notion d'immortalité dont on parlait un Ouais, peu avant avec le tatouage. Et c'est marrant parce que tu vois, moi, je pense une des craintes aussi que j'avais en écrivant sur le réel, c'était aussi
mais que vont penser les gens qui vont se reconnaître, tu vois. Mmh. Que ça soit des proches avec qui tu es encore en contact ou que ça soit des gens avec qui tu plus en contact. Et c'est fou parce que ça transparaît pas du tout dans ce que tu partages, tu as cette peur-là. Il y a beaucoup plus cette notion de, en fait, vous êtes des gens importants qui méritaient quelque part aussi d'avoir une place quelque part. Oui. Et c'est super beau de cacher les gens entre quelques lignes comme ça. Je trouve ça, ouais. Ça, ça donne envie d'écrire sur le réel beaucoup plus ouais, c'est, Allez, lance-toi, ouais. c'est parti. Ouais, non, Est-ce que mais tu tu as sais que des c'est, idées déjà? ouais, en fait, j'ai une idée en particulier. J'ai la partage très personnel aussi, mais de toute manière, ça sera probablement dans un livre. Donc, j'ai grandi dans une famille d'ingénieurs, tu vois, et j'ai un parcours d'ingénieur très classique, et donc, voilà, très tête, tu vois, très orienté, rationnel. Ok, on pèse, balance, risque, reward, tout Ah ça, ouais. tu vois. Et c'est très bien et ça permet énormément de choses et sans tout ce qu'on m'a appris de ce point de vue-là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, ça c'est sûr. Et en même temps, ça m'a pendant très longtemps coupé des émotions, surtout, Mmh. qu'on pourrait appeler, désagréables. Parce que je pense qu'elles sont pas négatives, mais, notamment, tout ce qui peut être, la colère et poser ses limites, la tristesse et exprimer notre déception, ou tout simplement la peur aussi, tu vois? Heu et heu et en fait, ce sont surtout des choses qui me sont apparues, dans les relations, avec des gens qui comptaient beaucoup pour moi. Où c'est très difficile, enfin en tout cas ça l'était pour moi, de parler, de partager tout ça avec des gens qui comptaient et surtout dans des relations, avec, des femmes que t'aimes en fait. Et donc ça m'a tout de suite j'ai toujours été habité par cette envie d'écrire un livre sur, le rapport notamment des hommes aux émotions et à l'amour en fait. Et ça m'a, en fait c'est de ça, je suis sûr que c'est ce livre-là que j'écrirai dès que je basculerai dans le réel. Parce que tu vois, je le sens qui m'appelle et qui revient et quelque part c'est comme c'est un truc un peu lancinant, tu vois? Tant que tu le fais pas, il y a Ouais. toujours un truc qui s'ajoute à tu vois, il faut que tu le fasses. Oui. Et pas au sens de l'injonction, au sens de l'appel, tu vois? Vraiment profondément, je sens que j'ai besoin d'écrire sur ce sujet-là. Autant pour moi que pour ce que ça permettrait peut-être à d'autres. Et donc voilà, donc ouais, je sais, tu vois, j'ai très envie de parler de ce sujet-là. Je le Mmh. disais avec beaucoup d'humour au début, parce que je me disais, «Tiens, écrire une comédie romantique sur le monde de l'ingénierie nucléaire, il y aurait plein de jeux de mots à faire, c'est super drôle». Et plus j'ai conscientisé ça et plus j'ai essayé de le construire, plus je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai envie d'un truc qui aille un peu plus, peut-être en profondeur que simplement, se cacher aussi derrière l'humour. Tu vois? En le disant, je Je vois. reconnais. Hop, le mécanisme de défense revient. Et si on se cachait pas derrière un truc qui fait Ouais. un peu rigoler, tu vois? Et Oui. donc voilà. Et donc c'est ça qui me parle plus que tout, je pense. Donc Voilà. tant que tu l'auras pas couché sur le papier, il va rester dans ta tête, ce projet-là. Ouais, c'est sûr et certain, tu vois? Et Faut y le aller. le faut y aller et puis, tu vois, ça a été, la seule décision que j'ai prise, c'est, je m'étais lancé dans cette trilogie de fantasy, c'est celle que j'ai commencé le troisième tome là, donc il sera fini, voilà, le premier jet, je pense, au milieu de l'année et le prochain, ça sera l'autre, tu vois? Mmh. Et voilà. Et donc là, maintenant, toute l'astuce, tu vois, c'est ce que je déconstruis, moi, en tant que coach avec les gens, ça va être de faire attention aussi à tous les signaux inconscients et tout ce que tu construis inconsciemment pour te ralentir, pour pas aller te confronter au livre d'après, tu vois? Ah oui, ça Mais c'est ça, bon. je suis bien au courant et j'ai un petit Sam intérieur qui est très, très attentif à: «Arrête de te cacher derrière des trucs, C'est derrière ça, des trucs», tu vois? sur ton Voilà. épaule. Exactement, Mmh, je exactement, il est vois. voilà, voilà, voilà. Il est Voilà, là. pour répondre à ta question, ouais. Tu mets combien de temps pour écrire, du coup, ton là, tu penses le tome 3, Hem, tu vas mettre combien de temps? bah, en fait, c'est assez, je pense qu'en moyenne sur en fait, le 1 comme toi, ça a été un vrai, un truc comme, putain, il fallait que ça sorte et malgré à l'époque, j'étais encore ingénieur, je commençais à lancer, moi, mon activité autour de l'écriture, donc j'étais blindé de trucs et pourtant j'ai réussi à l'écrire super vite, j'ai dû mettre, pareil, 4, peut-être 4 mois pour le premier jet et puis après avec les corrections, 7, tu vois? Ouais. Hem, le 2e, là, j'étais déjà
c'était encore plus poussé, donc c'était beaucoup plus long. Et là, je comptais vraiment sur, ok Sam, tu sais comment tu fonctionnes, ton process, tu t'y mets le matin comme ça, t'y penses plus. Ça a été beaucoup plus long, enfin beaucoup plus. En tout, avec correction, relecture, etc., j'ai dû mettre un an et un mois, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, le troisième, c'est marrant parce que je me détache un peu de la rigidité du rythme que j'avais. Je reste dans ce besoin d'assiduité quotidienne, mais je m'écoute beaucoup plus à l'instinct. Et donc là, tu vois, avant qu'on démarre, j'ai écrit 600 mots et je sens que j'en réécrirai un petit peu cet après-midi. Et voilà. Et je sens que ça va du coup être beaucoup plus rapide. Et je pense que fin juin, j'aurai un premier jet peut-être déjà quasiment terminé. Et après, voilà, il y aura relecture, réécriture, bêta lecture, seconde réécriture, correction, et puis ça sera terminé. Et ce qui est marrant, c'est que quand je concatène tout ça, j'arrive vraiment sur aller en moyenne d'avoir un truc, ça me prend 8 mois, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est ce chiffre-là qui m'a appelé quand je me suis dit, OK, sur combien de temps j'ai envie d'accompagner les auteurs, tu vois, pour qu'ils écrivent leur manuscrit. Et je trouve que c'est un truc, je pourrais arrondir à 9, tu vois, ça serait presque effectivement comme mettre Un au monde accouchement. un accouchement, tu vois. Il y en a plusieurs qui me font la réflexion, je me dis, putain, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et Mm. voilà. Voilà, voilà. Donc assez, peut-être un peu rapide celui-là, parce que je pense, en fait, tu vois, je rebondis. Désolé, je fais que parler, mais je rebondis Non, c'est bien. sur ce que tu disais j'ai besoin de la suite. En fait, la suite m'appelle Voilà. tellement fort que et sauf qu'en fait, je sais aussi ce que ça implique de pas clôturer des chapitres. Donc j'ai besoin de clôturer cette trilogie pour attaquer la suite. Et Mm. donc, l'impatience de la suite est tellement forte que je suis très, très appelé par ce troisième tome déjà, tu vois. Mais moi, j'ai peur de Voilà. développer une addiction, tu vois, par rapport à ça. J'ai peur de développer une addiction aux trois petits mots, aux trois petites lettres, aux mots fins. Je me dis, Ouais. est-ce que à un moment donné, on n'a pas une addiction à cette sensation, cette adrénaline, ce truc fou que on est peu à connaître, en fait. Enfin, je me dis, c'est pas donné à tout le monde de connaître cette sensation-là. Non. Et une fois que tu l'as connue, est-ce que tu développes pas une espèce d'addiction de j'en veux, je veux ma dose annuelle, il me la faut. Et je me suis déjà fait la réflexion à me dire, je crois que je suis une espèce d'addict du mot fin, Ouais. tu vois? Ouais, c'est super joliment dit. Et c'est un truc que j'ai vécu dans le domaine sportif, puisque j'ai couru mon premier marathon la semaine dernière, tu vois. Et Mais arrête, tu de Paris? ouais, ouais. Mon amoureux y était. Ah bah voilà, tu vois. Tu Voilà. l'as fait en combien de temps? 3h18. Mais arrête. Ouais, Trois ouais, heures dix-huit. Ah, ouais. t'es une machine. Et j'ai clôturé avec cette sensation très bizarre que euh, j'en j'en veux plus, tu vois. Il y a vraiment, et ça rejoint ce que tu disais. Je sais pas si on s'habitue et si on n'en veut pas toujours plus. Mm. Mais du coup, ce que ça m'a fait dire, c'est vraiment ce truc de euh, soyons reconnaissants, tu vois, ça rejoint ce que tu disais sur j'aurais aimé me rappeler que cette journée est exceptionnelle. Soyons reconnaissants de pouvoir encore une fois mettre le mot fin ou encore une Mm. fois passer une ligne. Oui. Euh, et donc assez rapidement, cette sensation un peu en passant la ligne de solitude ou de dire putain, mais en fait, je l'aurais pu faire mieux, elle a été assez vite balayée par tu te rends compte de ce que tu viens de faire quand même. Mm. Et voilà. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi le mot fin. Mais bon, tu me tiendras au courant de quand ça sera le quatrième, le cinquième, etc. Bah, figure-toi que je pense le terminer fin juin aussi. Ah Alors bah pour un voilà. peu, on va le Voilà. finir le même jour. On se Ah bah tient au écoute, courant. je me tiens au courant c'est bien parce que ça me donne un petit côté je suis redevable, tu vois. Enfin, pas redevable. Putain, j'ai Oui, à chaque fois le mot qui m'échappe. mais je vois tout à fait ce que Tu tu dois veux dire. rendre des comptes à quelqu'un, tu vois, quelque part, c'est ah putain, Ouais. ok, je note. Je note sur fin juin. Voilà, voilà. Je me suis un peu accaparé la fin de discussion, mais qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter sur Théorème aux deux inconnus euh, pour amener peut-être une conclusion? Une conclusion. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire qu'en ces temps, en ces temps troublés, j'ai l'impression que plus que jamais, on a besoin de rire, on a besoin d'histoires qui font du bien, on a besoin de positif et d'optimisme et de se dire que
que la vie n'est pas que sombre et voilà, qu'il y a autre chose que l'augmentation des prix du gasoil et des guerres et de tout ce qui va pas. Et c'est vrai que le Mm. contexte actuel plombe, quoi. Enfin, je le vois sur les gens, je le vois là en ce moment, c'est compliqué. Et donc, je pense que plus que jamais, on a besoin de s'évader, on a besoin de, voilà, de lire et de lire des histoires qui font du bien. Et en ça, bah, je suis fière d'avoir écrit Théorème à deux inconnus et qui sortent maintenant parce que je crois qu'il sort à point nommé. Et voilà. Donc j'espère que, en tout cas, si jamais les gens le lisent, ça leur fera du bien. C'est les retours que j'ai et tu peux pas savoir comme ça me touche et ça me fait plaisir. Des gens qui me disent je vais vraiment pas bien et vous m'avez aidé à aller mieux. Et je me dis mais j'ai tout gagné en fait dans ma vie. Je fais un métier utile et je m'en rendais pas forcément compte. Voilà. Donc je suis fière de lui et puis j'espère que si jamais vous le lisez, et les gens voient la vidéo ou pas parce que je le Ouais, montre. ouais. Sur Bon, YouTube, il voit la vidéo. Ouais. d'accord. Eh bien, si jamais, voilà, j'espère que en tout cas ça vous fera passer de bons moments loin de toute ce contexte très anxiogène. Mm. Voilà. Les livres sauvent le monde. Voilà, Les c'est ma livres conviction. sauvent le monde. Et non, il n'y a pas que des auteurs morts comme 50% des jeunes le pensent d'après France Inter. Oui, qui a fait une étude, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Une Ouais, étude qui dit que les jeunes de 12 à 19 ans, 50% d'entre eux pensent que tous les auteurs sont morts. Figurez-vous que non. Moi et Sam et moi sommes bien vivants et comptons le voilà. rester finalement un petit moment. Exactement. Ouais, ouais. Voilà, Voilà. Touche de la hein, peau de singe, comme on croisons dit, les mais. doigts. Voilà. Donc, non, non, c'est fou ça quand même, hein. Non, Mm. non. Il n'y a pas Et que. ouais. Voilà. Et ouais. Donc allez découvrir cette auteure belle et bien vivante qu'est Cynthia, avec les liens que je laisserai en description. Et merci beaucoup pour ton authenticité, Cynthia. C'était extrêmement inspirant et très rafraîchissant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité et je m'en vais voir ce que tu as fait parce que vraiment, encore une fois, vraiment, tu fais partie de ces gens passionnants qu'on a envie d'écouter pendant des heures. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme toi. Enfin, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. Bravo. Vraiment, mesure ce talent que tu as, il est précieux. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite. Ose écrire.